Bonjour à tous, je lance aujourd'hui un nouveau format de vidéo dédié spécifiquement à Instagram et TikTok. Et pour inaugurer ce nouveau format, je vais tenter de répondre à une question que tout le monde se pose en ce moment. Comment en sommes-nous arrivés là? Avec la victoire de Trump aux États-Unis, nous vivons ce qui semble bien être un retour du fascisme dans les démocraties. Au-delà du cas américain, on voit se multiplier la remise en cause de l'état de droit, de la justice. On voit apparaître également une aspiration toujours plus forte vers un État autoritaire. Pendant des décennies, nous avons tous pensé que la démocratie était inéluctable. On a par exemple développé la théorie de la fin de l'histoire, censée consacrer la victoire ultime de la démocratie libérale et capitaliste. Pour autant, aujourd'hui, il apparaît évident que nos démocraties pourraient disparaître. Non pas par un coup d'état militaire ou un basculement soudain, mais par un lent processus de délitement et d'assaut répété sur l'ensemble de ces composantes essentielles que sont l'état de droit, les droits de l'homme, le pluralisme politique. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un ouvrage en particulier, je vais vous donner mon analyse personnelle à partir de différentes lectures. Ma grille de lecture, elle repose sur la centralité et la prévalence des facteurs socio-économiques. Si d'autres facteurs, notamment culturels, peuvent bien entendu participer au retour du fascisme, pour moi, le point de départ, il est toujours économique. Les autres facteurs, ils ne font que recouper les facteurs économiques. Cette grille de lecture, c'est pas seulement la mienne, c'était aussi celle de l'économiste Karl Polanyi qui a analysé en 1944 le premier basculement de l'Europe dans le fascisme dans son célèbre ouvrage La Grande Transformation. En condensé pour Polanyi, le fascisme naît de la réaction des sociétés face à la violence de l'instauration d'un prétendu marché autorégulateur et de la confrontation entre la volonté d'instaurer ce marché et la réaction des sociétés qui cherchent à maintenir des formes de résistance. Quelles sont alors ces grandes transformations aujourd'hui ? Faisons un raisonnement très simple. Le retour en force de l'extrême droite se manifeste partout en Occident à des degrés plus ou moins avancés. Étant donné que c'est un phénomène partagé avec plusieurs pays et plusieurs continents, c'est donc nécessairement que les causes aussi sont partagées entre ces différents pays et ces différents continents. On peut alors exclure toute explication qui serait uniquement nationale. Et donc, dans ce raisonnement, quel changement politique a concerné l'ensemble des démocraties occidentales dans ces dernières années? Il s'agit pour moi de la révolution néolibérale qui, bien entendu, n'a pas été aussi intense suivant les pays, ce qui explique d'ailleurs pourquoi certains États sont plus impactés, comme les USA, d'où cette révolution est justement partie. Alors vous allez me dire, au fond c'est quoi le néolibéralisme? Parce qu'on en entend tout le temps parler, on ne sait pas forcément ce que c'est, on ne sait pas forcément le définir, et ben moi je vais tenter de le faire. On peut dire qu'il existe deux conceptions du néolibéralisme. D'abord une conception américaine des économistes Friedman et Hayek qui repose sur le retour à un État non interventionniste, laissant le libre marché diriger l'économie. Le rôle de l'État est simplement d'assurer le cadre institutionnel du marché dans cette conception. Les services publics doivent se limiter au strict minimum, tout comme les impôts sur les plus riches, censés être les moteurs de l'économie. Il existe une autre conception qui cette fois-ci est critique, qui est celle du philosophe français Foucault, qui décrit le néolibéralisme comme une manière de gouverner, une gouvernementalité, par l'introduction des mécanismes de marché dans toutes les sphères de la société, y compris dans le fonctionnement de l'État lui-même. Dans la pratique, ces deux conceptions se sont largement mélangées et il faut bien comprendre que ce sont des dynamiques. On ne peut pas retrouver de façon complète aucune de ces deux conceptions dans aucun pays. Et donc, quels ont été les effets du néolibéralisme et en quoi cela peut expliquer la montée du fascisme partout en Occident? Le néolibéralisme a produit une puissante montée des inégalités partout en Occident. Celle-ci a largement été démontrée par l'économiste français Thomas Piketty dans son célèbre ouvrage Le Capital au XXIe siècle. Cette remontée des inégalités a conduit à un déclassement généralisé des classes populaires et des classes moyennes et à une concentration des richesses sur une infime minorité, alors que la période des Trente Glorieuses se caractérisait au contraire par une forte baisse des inégalités. Il y a donc eu une rupture entre la période de l'après-guerre et la période qui suit l'effondrement du bloc soviétique, et devinez quoi, c'est justement à partir de ce moment-là que les partis d'extrême droite ont commencé à apparaître et à progresser. On a vu dans ma dernière vidéo consacrée au livre Les émotions contre la démocratie de Eva Illouz comment la montée des inégalités et le déclassement qu'elle génère pouvaient bénéficier aux partis d'extrême droite grâce à l'instrumentalisation du ressentiment. En plus des inégalités, l'autre conséquence du néolibéralisme, c'est l'impuissance politique. Ici, je vais surtout vous proposer mon analyse personnelle, bien que cette réflexion soit présente chez de nombreux auteurs. Le néolibéralisme a considérablement affaibli le rôle de la puissance publique en instaurant la prévalence du marché sur l'État, ce qui s'est traduit dans le droit en instaurant par exemple des restrictions sur les aides d'État, la fin de la planification et surtout la neutralisation de la politique monétaire qui constituait un levier majeur d'action pour la puissance publique. Autre exemple très concret, certains traités ont même introduit la possibilité pour une entreprise multinationale d'obtenir des dédommagements considérables de la part d'un État si une de ses lois venait à se confronter au business de l'entreprise en question. Ça s'est également vu sur le plan fiscal, les impôts sur les entreprises ont très fortement reculé partout en Occident et dans un même temps, la mondialisation a remis en cause la capacité des États à prélever l'impôt
du fait de la fraude fiscale et de l'optimisation fiscale. Au fur et à mesure, la puissance publique a donc perdu son pouvoir d'agir et sa capacité à transformer les sociétés. Et les multinationales sont venues défier la souveraineté des États. Une double impuissance de l'État s'est donc développée. Une impuissance à la fois juridique et budgétaire. J'y vois personnellement une raison pour laquelle de plus en plus de citoyens manifestent la volonté d'un pouvoir plus fort en tenant la démocratie pour responsable de cette impuissance politique. Le fascisme peut apparaître pour certains comme un moyen de rétablir la primauté du politique et de l'État sur le monde économique, de restaurer la puissance des États. Cependant, au cours de l'histoire, le fascisme et les grands intérêts économiques se sont toujours très bien accommodés et jamais dans l'intérêt des classes populaires et des classes moyennes.